on s'y attendait pas sincèrement. Donc, l'exposé va suivre comme suit. On va commencer avec les rapports de genre. Ensuite, on va aller avec le corps et la mode, les rapports dans la famille, et on va terminer avec la partie sur l'homosexualité. Donc, droit et liberté des personnes dans les rapports de genre. Racisme et abus de pouvoir. Le cas des femmes autochtones de Val-d'Or. En se penchant sur le cas de Cindy Rupertas, qui est une jeune femme autochtone qui a disparu sans laisser de traces et pour laquelle il n'y a pas vraiment eu d'enquête repoussée qui a été faite, une équipe de journalistes pour l'émission Enquête, justement, est allée rencontrer plusieurs de ses amis, toutes autochtones, pour leur poser des questions sur la jeune femme. Et ils ont découvert quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. En fait, ils ont le droit à une série de témoignages troublants qui ont été livrés par les amis de la présumée victime. Ils découvrent qu'un nombre encore inconnu de policiers de Val-d'Or ont pratiqué des pratiques d'abus de pouvoir, en fait, de l'intimidation, des méthodes coercitives et de l'incitation à la prostitution. En fait, certaines jeunes femmes autochtones se faisaient emmener au poste et proposer un montant après l'acte en échange de leur silence. Donc, comme si ce n'était pas une agression, comme si, sans le vouloir, les avaient sollicités d'une manière ou d'une autre, ce qui venait un peu biaiser les choses. Et tout ça, bien sûr, dans le but d'avoir des rapports sexuels forcés et secrets avec les jeunes femmes. Donc, qu'est-ce que l'abus de pouvoir? L'abus de pouvoir, c'est le dépassement des limites légales d'une fonction. Donc, on peut voir ici que c'est tout à fait là-dedans qu'on se tient. Et qu'est-ce que le phénomène de racisme? Pourquoi on pense que le cas est lié à le racisme et abus de pouvoir? En fait, le racisme se décrit comme suit. C'est une idéologie basée sur une supériorité supposée de certaines races, toujours prônée par ceux qui estiment appartenir aux races supérieures. Ou ça peut être également une attitude d'hostilité systématique envers certaines catégories sociales. Ça peut être très large, le racisme. Quand on parle de catégories sociales, ça peut être les personnes âgées. C'est pas seulement un racisme basé sur la race. Donc, vous voyez, vous voyez le drapeau de la Sûreté du Québec. Et pour nous bien modérer le propos, on a donné en exemple le cas des femmes autochtones de Val-d'Or, puisqu'on parle des rapports de genre. Mais nous aurions tout aussi bien pu donner en exemple la discrimination faite aux hommes et aux femmes autochtones, qui est assez présente au Canada. En fait, on a juste utilisé les femmes ici autochtones pour illustrer le lien qui existait entre rapport de genre et abus de pouvoir, et aussi racisme dans ce cas-ci. Donc, l'égalité salariale au Québec. Selon les données fournies par Statistique Canada pour l'année 2013, mais qui est sortie seulement cette année, parce que comme vous le savez, ça prend un certain temps avant que les données deviennent disponibles, l'écart salarial entre hommes et femmes serait en baisse au Québec. De plus, ça c'est l'assurance, c'est un petit point positif, le Québec aurait le meilleur score d'amélioration en matière d'écart salarial au Canada. Par contre, l'écart salarial moyen global, que ce soit au Canada, au Québec et partout dans les pays industrialisés, reste de plus ou moins 10%. Donc, écart salarial dans le secteur privé, c'est le plus élevé. Pour le secteur privé, on pense à un écart salarial entre 4 et 19 et 6 et 68 de moins pour les femmes, pour le même poste qu'un homme. Donc, ici, on a un chiffre global. Par exemple, j'ai trouvé des statistiques qui concernaient les domaines dans lesquels on va travailler, pour la plupart. Donc, l'écart le plus important a été enregistré chez les professionnels de la rédaction, de la traduction, de la communication et des relations publiques. Toujours chez les employés réguliers à temps plein, de niveau universitaire, dans les entreprises de 200 employés plus, on parle de grosses entreprises. Les femmes, au salaire horaire moyen de l'entreprise en 2013, gagnaient environ 31 et 44 dans les domaines que j'ai cités de l'heure, contre 38 et 22 chez les hommes. Donc, c'est 6 et 78 de l'heure de moins. À la fin de l'année, ça peut faire une grosse différence. Donc, plusieurs facteurs explicatifs sont toujours ramenés pour expliquer l'écart salarial. Donc, on explique que certains secteurs, étaient majoritairement plus masculins.
que ça explique un peu cet écart-là, parce que les hommes qui ont des postes importants sont plus anciens, ont plus d'expérience, de par le fait que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont là. Donc, on essaie un peu, par des facteurs d'ancienneté et d'expérience, d'expliquer l'écart salarial, alors qu'en fait, on a constaté que globalement, à un niveau égal de compétences universitaires et d'expérience, l'écart restait quand même de plus ou moins 10 %. Donc, ça ne peut pas entièrement s'expliquer par des facteurs d'ancienneté et d'expérience. Mais comme certains secteurs commencent à être plus féminins, en fait, à intégrer plus de femmes, c'est plus sur le long terme qu'on va pouvoir vraiment voir si l'écart persiste. Voilà. Donc, là, ça, je viens d'expliquer un peu. Et prenez le temps de comprendre la petite blague par rapport à l'écart salarial et la condition féminine. Quand vous l'aurez compris, on va passer à notre sujet. Donc, harcèlement sexuel dans un cadre professionnel. Le cas de Marcel Aubu. Donc, je ne sais pas si plusieurs personnes ici connaissent ou suivent la journaliste Karine Gagnon, qui est une journaliste qui couvre beaucoup d'événements sportifs. Lors d'un témoignage, la journaliste Karine Gagnon a parlé de ses contacts professionnels désagréables avec M. Aubu et a donné plusieurs indices prouvant que bien des gens étaient au courant. En fait, la plupart des gens qui l'entouraient dans son domaine, en fait, étaient au courant. Témoignage de Mme Karine Gagnon. Je suis persuadée que très peu de femmes journalistes qui ont côtoyé Marcel Aubu ont été surprises d'apprendre que le comité olympique menait une enquête à la suite d'une plainte pour harcèlement sexuel. Car il suffit d'avoir croisé M. Aubu ces dernières années pour savoir que son comportement à l'égard de la gente féminine était très souvent déplacé, à l'égard des femmes et principalement des femmes journalistes. Comme en témoigne non seulement mon expérience personnelle, évidemment je parle au nom de Karine Gagnon, mais aussi les nombreux messages qu'elle a reçus d'autres jeunes femmes et d'autres journalistes. Dans plusieurs salles de nouvelles au Québec, on prenait même soin d'aviser les jeunes femmes qui débutaient dans le métier de se tenir loin de M. Aubu. Dans le fond, elle nous explique qu'elle peut en parler car elle a personnellement été à plusieurs reprises la cible de cet homme. Et par la suite, j'ai évité de couvrir les événements où il se trouvait en précisant la raison. Donc encore là, on ne peut pas penser que personne n'était au courant. Elle précisait pourquoi elle refusait de couvrir certains événements où l'homme était présent. J'avais l'impression de pratiquer mon métier dans les années 50, alors que de tels gestes n'étaient pas vraiment considérés comme répréhensibles. Donc, on voit que globalement, par son témoignage, la situation a été prise à la légère pendant plusieurs années, jusqu'à ce que finalement, une femme décide de porter plainte concrètement. Mais plusieurs personnes étaient au courant, ce qui est un fait assez récurrent dans les cas d'harcèlement sexuel en milieu professionnel. Pour mieux nous éclairer, quels sont les gestes considérés comme conclusion du cas Aubu? Donc voilà, comme nous avons pu le constater avec le témoignage de Karine, combien les gens étaient au courant. Combien? Donc, qu'est-ce que le harcèlement sexuel au travail? Des attentions et des remarques répétées et non désirées de nature sexuelle dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles d'un ou d'une collègue. Ça peut être plus direct également. Des gestes, des attouchements et progresser jusqu'à la sollicitation abusive et le viol ou l'agression sexuelle, que ce soit ou non en milieu de travail, mais par un collègue. Précisons quand même qu'il faut faire la différence entre un compliment qui souligne la valeur et la compétence d'une personne et ce qui peut la rabaisser, humilier ou la mettre mal à l'aise. Donc, parce que souvent aussi, lors des dénoncements de cas d'harcèlement sexuel, on ramène le fait que c'était en fait des compliments ou des gestes d'appréciation. Mais faire un compliment, par exemple, sur la tenue soignée d'une collègue, sans faire mention de la beauté de son corps, n'est pas du harcèlement sexuel. Mais lui dire que la même tenue met en valeur sa silhouette, ses courbes ou un attribut particulier peut être considéré par du harcèlement comme du harcèlement sexuel. Donc, comme la ligne est mince entre les deux, c'est-à-dire entre harcèlement sexuel et compliment, et qu'il y a souvent des enjeux professionnels importants qui sont sur la table. Personne ne veut créer un sentiment de malaise dans son milieu professionnel tant qu'ils n'auront pas eu la certitude d'être devant un cas de harcèlement. Mais plusieurs victimes qui sont en fait impliquées dans ce processus-là ont de la difficulté à analyser objectivement la situation et à porter plainte. Donc,
Pour ce qui est des cas particuliers, comme le harcèlement sexuel au travail, le cas du Japon, il faut comprendre que les relations de travail au Japon sont basées sur des grandes entreprises qui ont instauré une culture du travail très élaborée, qui marche à partir des relations de travail hiérarchiques et des activités hors du cadre professionnel. Ce n'est pas un cliché, c'est attendu de la plupart des gens qui travaillent dans une entreprise au Japon de faire beaucoup d'activités entre collègues et pas nécessairement des activités que nous on considérait comme classiques. Donc sortir dans les bars, sortir après le travail, attendre que son patron, sa patronne ou ses supérieurs hiérarchiques aient fini de travailler pour les accompagner faire la fête avec eux. C'est assez attendu des employés. Puis, comme on le comprend, l'alcool coule à flot dans ces événements-là. Donc, il devient difficile pour les femmes en milieu de travail qui sortent avec leurs collègues par la suite ou même au bureau de faire la différence entre une invitation de collègue à collègue et un rendez-vous galant qui serait proposé par un supérieur seul à seul. Ça devient un peu complexe. De plus, avec la consommation d'alcool, et surtout que la consommation d'alcool se passe majoritairement en dehors du lieu de travail, un commentaire un peu déplacé fait la veille sous l'effet de l'alcool, mais qui est répété le lendemain au bureau, va être pris un peu comme une plaisanterie qui se prolonge, qui n'était pas à l'époque considéré comme du harcèlement sexuel. C'est pourquoi les cas de harcèlement sexuel au travail ont été souvent remis en question au Japon. En fait, le terme japonais pour harcèlement sexuel a été créé seulement en 1989 avec le premier procès concernant le sujet. Donc, ce premier procès est celui de Fukuoka et la plaignante était Kiyomi Kikuchi. C'est lui qui a fait connaître le concept de harcèlement sexuel, qui est littéralement seku hara, c'est-à-dire seku, sexe, et hara, harcèlement. Cette année-là, d'ailleurs, au Japon, ça a été élu le mot de l'année parce que c'était un mot nouveau que personne ne connaissait. Puis, vu que les gens continuaient à l'employer, il a été élu comme nouveau mot. Donc, évidemment, les choses ont évolué. Ça fait un quart de siècle maintenant que le harcèlement sexuel est considéré comme un crime au Japon. Mais ça vous montre des cas où il peut devenir encore plus difficile qu'habituellement de déterminer qu'est-ce que le harcèlement sexuel. Ensuite, la culture du viol. Mais attends, ce serait bien qu'on en discute un peu parce que c'est très important. Si je pensais au Japon, je ne sais pas si vous saviez, mais à Tokyo, quand tu rentres dans le métro, le matin et le soir, tu as des sections qui sont réservées aux femmes et aux enfants de moins de 12 ans. Parce que dans le fond, ils se faisaient trop harceler sexuellement sur les métros. C'est exactement ce que j'ai noté. Et j'ai vu que tout récemment, au Caire, ils ont aussi réservé des métros aux femmes, des wagons de métro aux femmes. Et à Delhi, en Inde, où on le sait malheureusement, le harcèlement sexuel est très fort, c'est pareil. En tête de chaque métro, il y a un wagon qui est réservé aux femmes. Oui, en fait, le but n'était pas non plus de jeter le blâme uniquement sur le Japon. Je montrais des cas où c'était plus flou, mais plusieurs pays sont touchés par une espèce de banalisation du harcèlement, que ce soit verbal ou physique. Et les Françaises ici, oui. Juste pour dire qu'à Mexico City aussi, c'est la même chose. Il y a des wagons pour les femmes et des wagons pour les hommes. Donc là, dans ce cas-là, nous, on s'intéresse à ce qui réunit les gens. Dans ce cas-là, c'est séparer qui semble être une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution de séparer les hommes et les femmes dans les transports en commun pour lutter contre... Non, je vois des noms ici. Mais ça maintient, ça fait comme si c'était normal de les séparer parce que ça fait que leur comportement qu'ils faisaient avant qu'on les sépare, c'était normal. Fait que... C'est ça. C'est ça. Oui, Nathalie? Ça va dans ce sens-là un peu. Il faut travailler à la source davantage, à corriger le problème plutôt qu'à juste instaurer des mesures. Des mesures, ça peut aider à faire en sorte que ces femmes-là, évidemment, vont être un peu plus protégées. Mais on ne sort pas du problème, là. On différencie encore, on sépare encore. Puis le problème de genre, c'est ça, c'est la différenciation. Oui. Ouais, mais peut-être qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui resteraient isolées chez elles si, par peur de prendre le métro, puis ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir une certaine autonomie et une certaine mobilité avec ces mesures-là aussi. Oh là, tout le monde... Attends, je donne la parole à ceux qui ne l'ont pas eu.
Mais en même temps, je suis d'accord parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui restent isolées, sauf que s'il y avait une meilleure éducation aussi, comme dit Nathalie, au fait qu'on peut pas rester dans cette différence-là, puis que s'il y avait aussi une surveillance plus accrue aussi dans ces milieux-là, peut-être que justement, si les gens qui faisaient des actes comme ça étaient pénalisés, il y aurait pas besoin de... Je vais dire la même chose. Tu veux dire la même chose? Oui. Mais je pense que des mesures comme ça, c'est justement ça qu'on appelle la culture du viol, parce que ça déresponsabilise les comportements des hommes, puis ça responsabilise les comportements des femmes. Puis ça fait comme si une femme, mettons, prend pas le wagon des femmes, puis parce qu'il n'y a plus de place ou n'importe quoi, ben c'est de sa faute, parce qu'on y avait donné un wagon pour la protéger, et faussement protégée. Oui, tout à fait. Vas-y. Mais ce genre de mesure, c'est quand même très important parce que je sais qu'au Maroc, par exemple, la culture du viol est très présente. Comme les hommes, pour pouvoir changer le regard sur la femme, ça prendrait comme des années pour changer ça. Alors en attendant qu'on arrive à ce point-là, je trouve que c'est une bonne idée de au moins pouvoir protéger un peu les femmes. Et en Haïti où le machisme il fait partie de l'identité haïtienne, hein? Les hommes sont des charmeurs constamment. Oui, mais on n'a pas vraiment ce problème de séparation. Mais qu'est-ce que vous faites en Haïti pour... est-ce qu'il y a quelque chose pour protéger les femmes de tout ce que Iris a décrit, des commentaires, les attouchements dans la rue? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et de ce côté-là, est-ce qu'il y avait des mains levées que je n'avais pas vues? Au Vietnam, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour... On vit aussi une réalité machiste. Les hommes se considèrent comme plus importants en général, mais ça prend des origines du confucianisme d'Orient. Et moi, je ne pense pas que créer des espaces pour femmes exclusivement permettent à protéger les femmes, parce qu'en dehors de ces espaces-là, on ne les protège plus. Je ne sais pas. Je pense à l'impunison. Par exemple, les crimes de viol et du genre, donc très graves, sont punis, sont condamnés chez nous, mais l'harcèlement sexuel dans un bus, par exemple, très souvent ça passe de manière inaperçue. Donc voilà, il faut accroître Et puis il y a aussi la question du niveau de tolérance dans les pays. En France, là on a des Françaises ici. En France, les hommes sifflent les femmes dans les rues, etc. Puis c'était quand même assez... ça fait partie de la culture française, etc. Ça change. Non mais je parle de ma jeunesse, mettons. Mais encore, les Français sont très actifs sur le web pour dénoncer ça. Oui, non, c'est ça. Il y a encore des comportements d'hommes comme ça. Je ne dis pas que les femmes l'acceptent. Non, mais alors qu'au Québec, au Québec, les hommes ne font jamais ça. En tout cas, presque jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les femmes québécoises. Il y en a un peu. Mais comparé à la France, là, c'est ça. Moi, je me faisais siffler à 15 ans, mais plus maintenant. Les hommes circulent, c'est plus la mode. C'est surtout dans les grandes villes, en fait. Dans les grandes villes? Dans les grandes villes où on marche. Parce que à Québec, c'est vrai que... oui, dans le Vieux-Québec, on marche un peu, mais... Non, c'est sûr que ici, on se fait jamais vraiment siffler ou quoi que ce soit. Mais moi, par exemple, j'ai vécu quelques mois à New York, mais ça m'a choquée. Presque chaque jour, on se prend une réflexion, quoi. À New York? Oui. Ouais, vraiment, moi ça m'a choquée, j'étais en stage cet été là-bas, puis chaque jour, genre, c'est pas forcément un truc sexuel, mais c'est comme soit un regard vraiment insistant, ou bien genre, c'est vraiment des... Ouais. Puis au début, ça fait comme sourire un peu, on est comme, ok, puis, mais au bout d'un moment, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Ouais. Oui? C'est vrai, la différence dans les pays d'Amérique latine, là, c'est incroyable. Là. On retourne peut-être aux 15 ans, Nathalie, là, parce que sérieusement, là, j'ai rentré dans des marchés, là, puis du fait aussi d'être blanche, d'être pas latina, là, mais même les latinas se font siffler, se font regarder. On s'est fait suivre, moi puis une amie, par une dizaine d'hommes en construction, puis ils sont tous là, puis ils se pendent, puis ils sifflent, Puis tu sais, nous autres, on les traitait de nom, puis on était comme, arrêtez, là, allez-vous-en, là, puis... ils veulent vraiment, vraiment, vraiment démontrer leur intérêt pour toi. Je suis comme, c'est beau, là, regarde, un petit commentaire. Là. Sénégal, Togo?
Comme partout ailleurs, je pense que les hommes ont tendance à aller au-delà, à dépasser certaines limites. Mais comme vous l'avez dit, ça dépend. Il y a des limites de tolérance selon les cultures. Est-ce que c'est... Bon, on reviendra à la case départ. C'est les hommes qui ont peut-être créé ces conditions pour dépasser ces limites-là. Au Togo, il n'y a pas de loi en particulier qui punisse. Mais ce que j'ai constaté, c'est que oui, on peut se permettre même certaines choses, hein, faire des commentaires tels que tu as décrit tout à l'heure, pour aller au-delà du vestimentaire, aller dire à sa collègue qu'elle est belle, qu'elle a un profil, mais sans que ça ne pose de problème. Mais est-ce que ça ne pose pas de problème parce que les femmes n'osent pas dire qu'elles sont dérangées? Oui. C'est possible. Est-ce que tu te faisais cette réflexion avant d'arriver au Québec? Toi? Non. Ça ne me posait pas de problème. Est-ce que ça t'était arrivé de dire à une collègue, oh, t'es belle aujourd'hui, ta silhouette est belle? Bien sûr. Mais maintenant que tu es au Québec, tu as une autre attitude? Oui, j'ai une autre attitude, mais en juillet, j'étais en Afrique. Quand j'arrive en Afrique, je me réintègre dans mon environnement culturel. Et puis bon, je peux dire des choses, mais ici, je n'ose pas dire parce que je sais que certaines choses peuvent ne pas être... Et est-ce qu'en Afrique, les femmes vont dire à un homme, t'es beau, tes épaules sont larges? Beaucoup moins. Les femmes le disent beaucoup moins. Je pense que partout les femmes sont beaucoup moins explicites sur ce sujet que les femmes le sont beaucoup moins que les hommes, partout, hein, je pense. Sénégal, milieu musulman. Les Peuls, est-ce que les hommes sont discrets face aux femmes ou ils disent tout ce qui leur passe par la tête? Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes comme ça. Il n'y a pas de harcèlement sexuel Bon, personnellement. Au Sénégal? Personnellement, je n'ai jamais vécu ça. Donc, je ne sais pas si d'autres le vivent. Mais ce n'est pas un sujet dans l'espace public alors? Il n'y a pas l'événement du Japon, ce n'est pas produit encore? Non. On voit pas de... Bon, un dernier commentaire, mais vous voyez que ça donne du jus à votre section. Par rapport au Togo, en fait, j'ai ma meilleure amie qui est partie... On écoute sur le Togo. J'ai ma meilleure amie qui est partie 2 mois au Togo pour faire une étude de microcrédit. Et en fait, en arrivant là-bas, donc elle était la seule blanche, mais ça se passait plutôt bien. Sauf jusqu'au moment où on lui a posé la question, est-ce que tu as un mari? Et donc elle a répondu non. Et avec le recul, sa mère lui avait dit, tu aurais dû dire oui. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde lui faisait la cour, mais certains ont été aussi dans l'abus. Et au final, j'ai l'impression que c'est surtout, peut-être sur ça la limite qui base là-bas, c'est si tu es marié ou pas. Okay. On va plus peut-être essayer de se permettre des choses que si tu l'avais déjà annoncé. Du coup, elle a eu quelques soucis par rapport à ça avec certains hommes. Mais c'est peut-être lié à l'âge aussi. Parce que dans le fond, une femme âgée, il y a plus de chances qu'elle soit casée qu'une jeune, là. C'est pas juste partout dans le monde, dans le fond. Ici, tu sais, comment il s'appelait le comédien là, qui a été accusé de viol là, et le comédien américain là, qui faisait... Bill Cosby. Il y avait des femmes de tous les âges. Ah, oui. Il y a une dame qui a été violée dans son logement par quelqu'un récemment. Je pense pas que ça a à voir avec l'âge. Moi, je pense que ça a à voir avec bien d'autres racines machistes. Puis, c'est ça que vous allez peut-être... Oui. Donc, on y embarque dans la culture du viol. Oui, pour ça, le sujet peut-être faire un pont entre votre quinzaine et puis le changement de mentalité qui s'est produit. Non, mais... Ce que je voulais dire aussi pour clore le sujet par rapport aux wagons séparés, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien. En attendant que les mentalités changent, au moins ça démontre qu'il y a une volonté de... Je sais que ça ramène un peu la faute sur la femme aussi, mais en attendant que les mentalités changent, ça démontre une certaine volonté de respect, en fait. Ça démontre, écoutez, comment dire, il y avait un peu d'abus, donc voilà. Maintenant, il y a des zones protégées. Je peux pas croire que ça ne force pas les gens à réfléchir. Mais bon, je vais continuer avec la culture du viol. On avait commencé à mettre un pied dedans avec la conversation. Donc, les mythes entourant la culture du viol. Donc, négation ou minimisation du viol. Dans le fond, l'accusé, l'agresseur ou le présumé agresseur peut dire qu'il ne s'est rien passé, c'est pas si grave. Ou minimisation, certaines victimes peuvent se faire répondre lorsqu'elles
lorsqu'elle se confie à des proches ou même à des personnes qui sont censées les protéger, des personnes entourées par la loi, que le viol n'était pas si barbare ou que d'autres ont vécu pire lorsque c'était seulement des attouchements. Certaines femmes peuvent se faire dire qu'elles en ont fait tout un cas alors que des victimes de viol avaient pris sur elles. Ça a l'air exagéré, mais c'est un des mythes de la culture du viol, la minimisation de ce qui s'est passé, ce qui est vraiment grave et ce qui ne l'est pas. De plus, les gens ont une image un peu fantasmée, un peu mythologique justement de ce qu'est un viol. Donc, commis de nuit, dans la rue, par un inconnu, quelqu'un qui a des troubles pratiquement évidents, là, un malade mental. Alors que les victimes qui vont dénoncer un viol à la maison ou chez un ami qui connaissait une connaissance, puis en qui avait confiance, puis des fois peut-être même en ayant bu du vin, une soirée normale, ils vont souvent se faire rétorquer, ben voyons, mais là, tu sais que c'était un viol, comment dire, il y a un peu un jeu sur la crédibilité et la minimisation de la scène. Donc, il y a aussi la négation du non-consentement. Donc, il s'agit ici d'affirmer que la victime désirait secrètement ou inconsciemment le rapport sexuel ou qu'elle a aimé ça. Désolée pour la grossièreté du terme, mais on connaît tous cette expression. Donc, ce mythe se retrouve dans les rapports de séduction. Donc, il est courant d'entendre dire qu'une femme qui dit non pense que oui, tout le monde a déjà entendu cette vieille maxime, et que la séduction, ça consiste à la faire céder. Donc, si tu entreprends une femme de manière galante et qu'elle ne cède pas, il y a une forme de mentalité qui veut que c'est parce que tu n'as pas essayé assez fort, tu sais, avec assez de torque. Donc, l'image de l'amant entreprenant, voire autoritaire, qui néglige de s'assurer du consentement de sa partenaire, donc en fait qu'il aveugle, est présentée comme une capacité positive à s'affranchir de limites injustifiées et rébarbatives imposées par des femmes crues. Je mets ça gros pour que tout le monde comprenne le concept. Le blâme de la victime, donc dans la culture du viol, lorsque le viol est rendu public, il est courant de faire porter au départ sur la victime la responsabilité du viol. Donc on souligne la manière dont elle est habillée, si elle avait justement consommé de l'alcool, son attitude générale envers les hommes, ses mœurs, si elle est célibataire, etc. Et les questions que posent à la victime les avocats de la défense, donc ceux qui défendent les accusés ou présumés accusés, tournent invariablement autour de ces questions-là. On demande systématiquement aux femmes qui ont été agressées sexuellement qu'est-ce qu'elles portaient, il était quelle heure, si elles avaient bu de l'alcool, pourquoi, si jamais ils sont allés chez la personne, pourquoi ils sont allés chez lui, dans le fond, elle leur faisait confiance, et bon, etc., etc. Et aussi les obstacles matériels et psychologiques à la dénonciation du viol. Donc, les victimes du viol qui prennent la parole et dénoncent leur agresseur sont découragées de multiples manières, que ce soit volontaire ou non. Ce qui incite plusieurs victimes à se dire que tant qu'à passer par ce long processus-là, elles vont se taire. Donc, on pense par exemple à toute la procédure qu'il y a à faire pour justement dénoncer une agression sexuelle. Si l'agression sexuelle est reconnue comme ayant eu lieu ou présumée avoir eu lieu et que ça se passe jusqu'à un procès, c'est la charge de la victime et de ses avocats évidemment, mais de démontrer que l'homme est coupable. Parce que comme on le sait dans nos systèmes juridiques, souvent c'est une bonne chose, mais dans ce cas-là, ça jette un peu un biais. Là. Mais dans nos systèmes juridiques, quelqu'un est reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc ça peut être un peu perturbant pour la victime de voir que son agresseur est reconnu innocent jusqu'à ce qu'elle ait réussi à prouver le contraire. Et aussi, il y a les obstacles financiers. Donc, même si les procès qui aboutissent, c'est quand la victime a gain de cause, elle se fait rembourser ses frais juridiques. Oui, il y a de l'aide juridique, mais il faut quand même être capable d'avancer un certain montant au départ. Il y a toujours des coûts jusqu'au dénouement du procès. Puis, vu qu'il y a plusieurs procès qui se terminent en non-lieu, ben, des fois, c'est un long processus qui a été douloureux. Oui, le présumé agresseur a peut-être été discrédité aux yeux de ses pairs quand l'affaire s'est rendue publique, mais quand ça se termine en un non-lieu et qu'il n'y a pas de verdict rendu, c'est très décourageant pour les victimes. Donc, ça, c'est un article assez récent que j'ai trouvé. Vous pouvez le parcourir un peu. Là. Justement, ça explique en gros la culture du viol. Donc, des jeunes femmes qui se font répondre, elle l'a cherché, elle a dû faire attention, elle aurait dû réciter, elle aurait dû dire non. Comme s'il n'y a pas d'autre forme de démontrer son non-consentement que crier non dans la nuit, mais bon. On va continuer.
Et je vais parler brièvement du cas de Jyoti Singh, qui a eu lieu à New Delhi le 16 décembre 2012. Donc, par mémoire pour la victime, je ne vais pas raconter tous les détails scabreusés. Résumons que c'est une jeune femme finissante en médecine qui est sortie un soir avec un ami, aller voir la vie de Life of Pi. Puis elle a décidé de prendre l'autobus, qui était en fait un autobus privé, donc qui était mené par des particuliers. Et elle s'est fait violer collectivement par 6 hommes et elle est morte 2 semaines après des suites de ses blessures. Et ça a soulevé une grande vague de protestations en Inde. En fait, dès le lendemain que l'histoire a été rendue publique, il y avait des manifestations monstres partout pour que les lois changent, puis que les droits de la femme soient plus reconnus. Et le lien avec la culture du viol, en fait, c'est qu'il y a pratiquement, en fait, il n'y a aucun agresseur de la jeune femme, même s'ils ont été reconnus coupables là, après enquête, qui montrent quelconque culpabilité. Et ils ressortent systématiquement tous les mythes qu'on peut évoquer, les mythes du viol, la culture du viol. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à 8h30, 9h le soir? Aller prendre l'autobus, était avec un homme, mais c'était pas son mari. Bon, bref, tout ce qu'on peut. Elle n'aurait pas dû se défendre, il aurait été plus doux avec elle. Bon, bref, tous les mythes qu'on a déjà entendus. Et ici, la vidéo marche parce qu'on a des problèmes de son. Vous pourrez l'entendre brièvement. तब तो नहीं पता लगता था कि कौन जाता था जाने को non, mais il y en avait d'autres, mais je pense que tout le monde a une idée globale. Là, dans le fond, ça continue pendant plusieurs minutes. पता नहीं हमारी जिंदगी कुछ नहीं है कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui ont Netflix, le documentaire s'appelle India Daughter. Il est très intéressant. Je clôt la parenthèse là. Donc, l'impératif de jeunesse et de beauté, la discrimination physique dans le monde professionnel. Donc, pour vous mettre en contexte d'une situation où les femmes sont en constante recherche de beauté, je vais vous dire une citation de Nelly Arcan. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne la connaissent pas. C'est une auteure qui se spécialise dans la mise en image de sujets tabous, si on veut. Donc, Rose et Julie étaient belles, de cette beauté construite dans les privations. Elles s'en étaient arrogées les traits par la torsion du corps, soumis à la musculation, la sudation, la violence de la chirurgie. Coup de dé souvent irréversible, abandon d'elles-mêmes mises en pièces par la technique médicale, par son talent de refonte. Elles étaient belles de cette volonté féroce de l'être. Nelly Arcan. Donc, qu'est-ce que la discrimination physique? Tout comme il est prouvé que les enfants beaux attirent davantage les regards et les attentions, il est également prouvé par des études sérieuses qu'en grandissant, les enfants qui demeurent avec un physique ingrat sont plus sujets d'être au chômage, en fait, ont plus de chances d'être au chômage sur de plus longues périodes dans les mêmes conditions qu'un bel enfant qui aurait les mêmes conditions, le même niveau social qu'eux. Donc, même si on devrait, dans un monde idéal, être jugé uniquement sur nos diplômes, oh non, c'est vrai. Pardon. Même si on devrait, dans un monde idéal, être jugé seulement sur nos diplômes et nos compétences, notre apparence physique tient une place dans la balance lors des entrevues.